Donc, passons peut-être à notre deuxième sujet concerne les Maple Leafs de Toronto. Donc, on a annoncé justement plus tôt aujourd'hui l'arrivée de Brett Treliving à titre de directeur général de l'équipe, donc qui passe des Flames aux Maple Leafs. On sait qu'il y a quand même beaucoup de pain sur la planche de son côté. Là, on doit prendre une décision dans le cas d'Austin Matthews avant le 1er juillet. On a des contrats qui se terminent et pas non plus beaucoup de joueurs signés à long terme. Donc, je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. Pour toi, quels seraient peut-être les premiers chantiers auxquels devrait s'attarder Brett Treliving avec Toronto? Ben, ça va être de voir, visiblement, Shanahan est très important au sein de cette organisation-là. Fait que ça va avoir une discussion avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sens pas qu'il est 100% libre de dire moi, finalement, ça ne m'intéresse pas de signer Marner, par exemple. Ça ne m'intéresse pas de signer Matthews pour l'année prochaine. Je pense qu'il a été pris parce que oui, il y a de l'expérience, puis c'est pas comme s'il y a 1000 directeurs généraux qui sont intéressants sur le marché. Il y en avait une couple, il y avait entre autres Bergevin. Ils ont été avec Brett Treliving. Ça reste un marché canadien, donc je vois un peu pourquoi. Tu me diras que Bergevin aussi, mais ça reste un marché canadien. Ça reste un marché qui a de la pression. Puis ils l'ont sûrement pris aussi parce que c'est un gars qui n'a pas eu peur de bouger des gros gars puis de faire des gros contrats. Au moins, c'était franc. On avait l'heure juste avec Treliving. C'est on donne un contrat à Kadri, puis ça va être 7 ans. Tu fais OK, il va pas avec le dos de la cuillère. Au moins, on a une direction, c'est clair. On y va. Tu sais, je veux dire, des fois, ça arrive avec le Canadien. C'est un peu Bergevin, des fois, on sauce le bout de l'orteil dans l'eau, on rapièce un peu, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas l'option pour lui de faire une reconstruction comme il le souhaitait ou vraiment d'y aller avec un reboot ou un retool. De ce côté-là, qu'est-ce que Treliving va faire? Ben, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a au moins la possibilité, lui, de dire, contrairement à Dubas, c'était à la vie, à la mort, on garde le core four. Là, lui, il a l'opportunité de dire c'est une nouvelle organisation, on peut s'en départir d'un. Mais là, est-ce que tu le laisses aller gratuitement parce que c'est des actifs? Nylander, c'est un actif en ce moment si tu l'échanges. Mais si tu le laisses aller pour rien, ben là, tu n'as ni un ni l'autre. Tu n'as pas un joueur qui peut t'aider à gagner en disant on continue dans cette même direction-là, on n'a pas fini. Puis d'autre côté, ben, si tu réussis à l'échanger, ben, tu vas l'échanger contre quoi? J'ai bien hâte de voir parce que Nylander, son contrat en ce moment, c'est autour de 6 millions. Mais là, son prochain contrat devrait ressembler à 8,5 puis le plafond ne bougera pas nécessairement de plus de. Il ne bougera pas de 5 millions. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça va être de voir. Tu ne peux pas bouger Tavares. Probablement que tu veux garder Matthews parce qu'il n'a pas 1000 des Matthews. Là. Ça va être de voir aussi si lui veut rester. Mais s'il veut rester, d'après moi, eux vont rester. Marner, qui est peut-être, selon moi, le meilleur joueur là, de l'équipe. Ce serait Nylander, mais qu'est-ce que tu vas avoir peut-être pour Nylander? Est-ce que tu peux avoir un défenseur top 2 pour un attaquant top 6? Peut-être pas. Est-ce que tu peux avoir un défenseur top 4? Peut-être, mais est-ce que tu vas perdre au change? Je suis assez embêté par la question parce que ce que moi je ferais, même moi, je veux dire, je me souhaiterais pas cette job-là, c'est compliqué. Là, parce que tu as des favoris de la foule, parce que tu as, un propriétaire, puis tu as, Shanahan en haut. Mais là, même Dubas le disait, là, ou Shanahan le disait aussi, j'ai annulé plein de transactions que Dubas voulait faire. Fait que la marge de manœuvre est grosse comme ça. Fait que j'y souhaite d'être serein, j'y souhaite du bien. Je sais pas, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là, bien franchement. C'est particulier quand même parce que justement, Treliving a quitté à un certain point Calgary parce qu'on se rappelle, était un peu les mains liées avec le propriétaire qui souhaitait garder Sutter en poste. Donc, il ne pouvait pas prendre les décisions comme il le voulait, tout ça. Puis là, il s'en va dans une organisation que ça semble être peut-être un peu la même situation, qui va peut-être être un peu retenue justement par un Shanahan, par exemple. Donc, j'ai hâte de voir également ce qu'il va pouvoir faire. Puis, je dirais à un certain point, j'ai l'impression, comme je l'ai mentionné tantôt, que d'ici le 1er juillet, ça risque d'être vraiment sa période d'importance pour lui, puis savoir est-ce qu'on repart à zéro tout de suite. C'est à ce moment-là qu'on va savoir s'il parvient à échanger, exemple, un Nylander, comme tu disais, ou peut-être même un Matthews. Je sais qu'il n'y en a pas 1000, comme tu le disais, mais tout de même, ça reste quand même ton meilleur actif, et s'il ne veut plus jouer là, ben, ça reste celui qui pourrait te ramener justement un défenseur top 2 ou même davantage. Donc, qui pourrait être intéressant peut-être pour la suite. Julien, de ton côté, est-ce que Matthews serait ton premier chantier, si on veut, avec les Leafs? Ben, je pense que oui, parce qu'il va demander trop cher. Il va demander trop cher pour garder Marner, puis avoir un top 4 décent, puis avoir un gardien de but. Il est là le problème. Parce que Marner, dans 2 ans, il va demander vraiment 12,5 à peu près. Matthews live up, il va demander du 13,5 à peu près comme Nathan McKinnon, d'après moi. Donc, juste avec ces deux-là,
Tu sais, mettons que Tavares est plus là dans 2 ans, là. Juste avec ces deux-là, tu vas avoir de la misère à avoir un bon top 4 puis des gardiens de but. Fait qu'en partant, moi, je pense que tu n'as pas le choix de te dépasser ou de Marner ou de Matthews. Puis moi, c'est évident que pour moi, ça serait Matthews. Tu sais, Nylander à 8 millions, il t'apportera pas ce que Matthews t'apporte, mais il est quand même 5 millions de moins. Puis tu peux le mettre à la def. Fait que, tu sais, puis au pire, même les deux, moi, tant qu'à moi, je laisserais partir et Nylander et Matthews. Je garderais juste Marner, puis je m'assurerais d'avoir un retour quand même intéressant, un centre pas de franchise, mais élite. Puis une autre affaire à def, là, un genre de 4e défenseur, 3e défenseur pour Matthews. Moi, ça serait ça. Mais bon, là, est-ce que c'est faisable, ça, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça dommage, par exemple, que la hiérarchie est comme pas claire là-bas. T'sais. Comme à Montréal, Jeff Gorton puis Kent Hughes font un team, mais c'est le DG au niveau des effectifs qui a le dernier mot. Là-bas, ça semble pas être le cas. C'est le président. Donc, je trouve ça un peu bizarre que le président va conseiller le DG va faire sa tête. Si ça tourne bien, tant mieux pour le DG. Puis si ça tourne mal, ben, il perd sa job. Mais celui qui gère plus les opérations, normalement, il est là plus à titre de conseiller, puis c'est lui qui décide si tu fais une bonne job ou pas au final, mais normalement, il n'est pas supposé de bien intervenir dans ce que tu décides de faire. Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je trouve la structure, normalement, ça devrait être ça. Donc, moi, je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il n'a pas peur, justement, de faire vraiment des gros moves. Donc, j'ai de la misère à croire que Shanahan va s'en mêler s'ils sont allés chercher le gars qui a justement échangé Kachuk, puis qui a signé Kadri, puis qui a signé Berdo, puis qui a signé Uyghur. J'ai de la misère. Je vois pas d'autres raisons pourquoi ils sont allés chercher. Puis justement, je sais que Bergevin aussi était dans le top, dans les finalistes. Là. Puis moi, ce que je vois, c'est que justement, il y en a un qui n'a pas peur de faire les grosses splashs. Puis Bergevin, ben, c'est un peu comme Dubus. Il va essayer genre de patenter autour de ça. Puis, je ne le voyais pas faire un très, très gros move. Donc, j'espère qu'ils m'ont laissé la latitude parce que c'est un gars d'expérience puis qui a fait des gros mouvements, donc il n'a pas peur de faire des gros mouvements. Fait que, si on est pour bloquer ces gros mouvements, ben ça ne sert à rien qu'on soit allé chercher. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais oui, pour moi, Matthews, ça serait vraiment mon premier candidat juste dans la structure financière de l'équipe. Parce que tu ne peux pas avoir Matthews et Marner, ça va coûter 25 millions pour 2 joueurs, puis je pense pas que c'est une bonne idée. En fait, tu pourrais avoir les deux, mais il ne faudrait pas que tu aies un Tavares dans le portrait qui ne peut pas, lui, dans son cas, être échangé présentement. Donc, selon moi, là, ça serait quand même possible à un certain point de jumeler pour avoir ces deux joueurs-là, puis ça reste quand même qui serait le noyau de l'équipe. Donc, je pense que c'est simplement... Mais ça reste quand même que ça fait 33 millions pour Riley, ouais. Marner, Matthews. Fait que là, ton top 3, tu as le reste de ton top 4 à défense, tes gardiens de but, le reste de ton top 6... Tu sais, mettons, peu importe l'échange, mettons Nylander, on dit n'importe quoi, on va chercher Gavrikov. Ben, tu n'auras jamais la compensation de ce qu'un Nylander va pouvoir te donner. Fait que ça va t'ajouter encore plus de pression en série. Même n'importe quoi, va chercher Dubois à la place. Est-ce que tu vas gagner parce que Dubois est là? Tavares, c'est un late. Il est né en septembre. Il va avoir 33 ans. Fait que là, ton centre numéro 1, il a 33 ans. Puis c'est pas le plus rapide. Fait que, est-ce que c'est ça que tu veux comme centre? Oui, non. Puis le problème des bonnes équipes, là, souvent, la plupart du temps, c'est que vu qu'ils jouent ensemble, ils se stackent des points pas possibles. Ils vont faire des saisons de 100 points, 95 points. Ils vont jouer au-dessus. Écoute, Bunting, j'ai lu des trucs autour de 5 millions. Bunting, là, s'il joue à Calgary, là, il fait 39 points, puis c'est 2,8 millions. Mais là, c'est 5 millions parce qu'il a joué sa première ligne avec Matthews. Donc là, ils ont comme un problème ils s'auto-nourrissent en faisant des points, en étant un monstre en saison. Puis après ça, quand vient le temps de comparer avec un McKinnon qui fait 100 points, mais moi, je vaux 100 points, je mérite certainement 13,5. Tu fais, oui, mais 13,5, à certains points, ça ne marche pas. Puis ils ont des contrats lourds aussi, tu sais, Brody puis Muzzin qui jouent blessés, mais que c'est. Écoute, si ces défenseurs-là jouent comme des top 4 solides, là, comme mettons Edmondson dans son prime, mais soudainement, peut-être que ton gardien n'a pas besoin d'être si bon que ça. Mais là, il est obligé d'être très solide. Mais là, tu as pris un blessé puis un qui n'a jamais fait ses preuves. Puis tu as tout perdu tes actifs parce que tes choix au repêchage, tu les as dépensés pour des joueurs en fin de carrière puis qui sont capables de jouer
des moins bonnes minutes. Fait que là, la seule option que tu as, c'est d'avoir beaucoup de pièces pour un gros morceau. Donc, de dire, salut Marner, je peux-tu avoir 4-5 morceaux pour ça? Un def top 4, un attaquant top 9, top 12, puis un choix de première, mettons. Mais c'est tout ça qui va te faire gagner, puis tu perds. Puis imagine, si Nylander s'en va ailleurs, puis il fait 88 points, puis que, mettons, à un moment donné, il gagne MVP des séries, écoute, tu dors plus la nuit, c'est fini. J'ai l'impression que tu prends l'exemple de Matthew Ketchuk présentement. Avec... Tu dors mal la nuit dans ce temps-là. Là. Mais mettons, je vais te donner un exemple. Je vais vraiment te donner un exemple. Mettons, il échange Matthews. Puis là, je vais te donner 2 noms. Il ne sera pas échangé là, mais je vais te donner 2 noms qui vaudraient Matthews. T'sais, mettons, il échange Matthews contre, mettons, Verhaeghe, puis Montour, mais non, Forsling, mettons. Forsling, Verhaeghe contre Matthews. Tu vas chercher un défenseur top 3, 4, puis tu vas chercher un centre top 6. Okay. C'est ce genre d'échange-là que moi, je dois faire. Ça serait ça la solution. Parce que au moins, tu te gardes un centre qui n'est pas trop vieux quand même, puis qui est capable de produire, puis qui est bon dans les deux sens. Tu vas chercher un défenseur qui n'est pas trop vieux, puis qui est clairement un top 4, même un top 3. Mais tu échanges ta vedette. C'est le genre d'affaires que moi, je pense qu'il devrait faire. Mais après ça, est-ce qu'il va y avoir un fit dans la Ligue nationale? Ça, c'est une autre affaire. Mais ton deuxième centre, c'est Kampf. Fait qu'il faudrait que Marner revienne le Marner des London Knights puis qu'il prenne une ligne de centre. Mais il n'est pas fait gros pour prendre des mises en jeu. C'est si Dak ne gagne pas ses mises en jeu à sa shape, imagine Marner qui n'a pas joué au centre depuis 4-5 ans puis qui pèse 182. Tu sais. Je sais pas. J'y souhaite. Écoute, Marner au centre, écoute, ils ont mis Rantanen qui n'a jamais joué au centre de sa carrière au centre à un moment donné parce qu'il fallait dépanner. Si Marner peut prendre le centre, ça devient peut-être une option d'avoir justement un ailier comme Verhaeghe peut-être. Ben, ouais, Verhaeghe aussi, il a joué au centre un peu quand même, là, à quelques occasions là, de mémoire. Ben, c'est ça. Faut peut-être chercher un centre moins bon que Matthews, mais qui est capable de jouer top 6, puis un défenseur top 3 contre Matthews. C'est ça, là, un peu. Là. Fait qu'il faut que tu trouves un fit dans la Ligue nationale que ça peut marcher. Je sais pas, moi, Martin Nikas, qui a joué à l'aile, mais au centre aussi. Puis, je sais pas, moi, un défenseur comme Pesci ou dans ces eaux-là, c'est ça ça va être ça le défi de trouver un fit, une équipe qui veut ce gars-là, Matthews, puis que justement, il est prêt à laisser partir un centre un peu moins bon avec un défenseur top 4. C'est vraiment... J'aurais tendance à dire, en fait, c'est qu'on a besoin d'échanger une des vedettes pour avoir peut-être des joueurs moins bons, moins talentueux, mais davantage de joueurs pour combler justement des trous dans l'alignement qui présentement sont problématiques et font en sorte souvent qu'il manque de profondeur, il manque certains éléments, exemple à la défense, qui ne te permettent pas d'aller plus loin. Puis en tant que tel, c'est ce qu'on dit depuis tantôt, c'est un peu de revoir la structure de la salariale, de la façon que l'équipe est bâtie. Puis c'est comme, à un certain point, à mes yeux, c'est le meilleur moment actuellement pour ça parce qu'on sait que les joueurs arrivent au terme de leur contrat et que c'est soit on gagne avec eux, soit on meurt avec eux et qu'on repart complètement à zéro dans un an et demi, parce que dans un an et demi, il reste Marner, Tavares et Riley en défense qui sont signés. Sinon, après ça, on n'a plus personne. À moins que les autres prolongent, évidemment, mais si on décide de prendre une chance qu'ils ne re-signent pas, ben, on va peut-être être mal pris dans un an ou deux. C'est aussi de cibler des joueurs qui vont peut-être moins performer en saison régulière, mais qui sont là dans les séries. Il fait qu'aller chercher de la grit. Je vais donner un autre exemple, peut-être meilleur même. Matthews contre Bennett puis Forsling, puis un choix au repêchage, mettons. Ça peut être un autre style d'échange qui pourrait être, ça va t'enlever des points en saison régulière, ça va peut-être finir 2e, 3e dans ta division, mais en série, par exemple, elle a beaucoup plus de profondeur. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il aille chercher. Puis ça va être difficile de trouver une équipe qui veut. Trouver une équipe qui veut Matthews, ça, je pense pas que ça va être difficile, mais c'est ça. Ça va être, moi, je t'apprends ça, puis ça, puis ça. Puis là, c'est comme, ça va-tu être bon pour mon futur? Ça dépend vraiment aussi que l'équipe est rendue. Une équipe qui a un marché moyen, comme justement à l'Arizona, mettons qu'ils trouvent un aréna dans pas long. C'est sûr comment une vedette comme Matthews qui vient de la place, eux autres, ça ne leur dérange pas d'affaiblir leur équipe globalement pour vendre des billets, pour avoir tout de suite des ventes là. Ça aussi, ça pourrait être une équipe. Là, ils n'ont rien, là, Arizona, là, à part, mettons, Keller, puis c'est pas mal ça. Là. Mais
c'est ça. Ça va être. Faut juste trouver la bonne équipe, mais ça va être compliqué. Puis, tu sais, ils sont pas aidés aussi par le repêchage parce que le seul joueur qui est ça, à part les grosses vedettes, que c'est des sure shots, mettons, des top 8, là, parce que tu as Marner, Matthews, bon. À part ça, ils n'ont pas été plus aidés qu'il faut par le repêchage. Il y a juste Matthew Nyes qui est vraiment venu aider. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être changé bien les affaires si, mettons, un Rodion Amirov avait performé, qui s'en vient avec l'équipe, si Nick Robertson arrive et qui performe. Tu sais, plein de joueurs comme ça. Lilligren, à un moment donné, il est arrivé et il était capable de jouer du top 4. C'est un peu ça. Sandin, c'est ça qui aurait fait la différence. Écoute, si ces gars-là qui ont repêché en première ronde ne sont pas des vedettes, ils jouent juste un top 12 puis un top 6. Mais soudainement, tu n'es pas obligé de payer ton choix de première ronde pour aller chercher un gars qui va être décevant. Là. Il va jouer top 6 puis l'année prochaine, il ne sera plus là. Mais à un certain point, est-ce qu'on leur donnait une réelle chance de se faire valoir pendant une longue période dans ces positions-là? Je donne l'exemple, d'un Sandin qui maintenant, avec les Capitals, a très bien fait durant ses quelques matchs en fin de saison avec l'équipe. Et on l'a échangé pour un premier choix, justement, pour renflouer un peu la banque de choix, et Eric Gustafsson aussi à la date limite. Donc, tu sais, on a fait beaucoup, j'ai l'impression, de transactions en voulant gagner maintenant. Donc, on se dit, on va chercher des vétérans. Je me rappelle, on était allé chercher Joe Thornton qui était dans l'équipe pendant un certain temps, Patrick Marleau. Tu sais, on voulait tellement de vétérans dans l'équipe qu'on échangeait des choix pour aller en chercher. On en a signé aussi sur le marché des joueurs autonomes. Mais on ne faisait pas confiance aux jeunes dans un moment de la saison qu'on pouvait se dire, si on en perd une, c'est pas dramatique, on est déjà qualifié pour les séries. Tu sais, on aurait pu essayer peut-être de donner un peu plus de place aux jeunes pour qu'ils puissent se développer à leur maximum et devenir éventuellement des joueurs, justement, un peu comme on le voit en Floride, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fonctionné ailleurs, que maintenant en Floride, on leur a donné un rôle puis ils fonctionnent bien dans ce rôle-là. Ouais, c'est une question de structure, de leadership, de marché aussi. Il y a tellement d'affaires qui rentrent en facteur. Tu sais, pourquoi ça marche en Floride, pourquoi ça n'a pas marché ailleurs. Tu as des joueurs clés qui viennent cimenter l'équipe. Tu sais, échangé un Huberdeau, qui est un suiveur, contre un autre leader. Tu sais, là, je parle à part Barkov, là. Ça fait une différence. Puis en plus, il est excellent. Tkachuk, il est au-dessus de 100 points cette année. Là. Fait que, il a autant de points que Huberdeau à sa meilleure saison quasiment. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des. C'est ça. C'est des trucs clés. Puis à l'inverse, il faut le Canadien perd chez Weber, perd Perry, perd Stahl. Puis bon, il y a des blessures. Puis c'est ça. Il n'y a plus rien qui marche. Je pense pas qu'il y a d'autre chose que ça. Là. Puis bon, évidemment, ils ont changé de coach aussi à Floride, là, mais tu sais, ça va au-delà des noms. Oui, puis on le sait, la Ligue nationale reste une ligue de petits détails. On l'a déjà mentionné dans les 2-3 derniers épisodes, mais les Panthers étaient à un point de ne même pas être en finale de la Coupe, même pas en série avant de parler de finale de la Coupe Stanley. Donc, tu sais, c'est évidemment, le discours pourrait être tout autre, mais effectivement, c'est le genre peut-être d'équipe qui a un peu mieux bâti son alignement pour avoir à tout le moins de la profondeur ou des éléments qui, en saison, ne produiront peut-être pas autant que justement des Nylander ou autres, mais vont pouvoir produire en série ou faire leur rôle en série qui va permettre à l'équipe de devenir meilleure et de se rendre plus loin, aussi au bout du compte.